Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau associé par VK. Dans quelques minutes, on va parler des lanceurs d'alerte, mais tout de suite, les brefs de la semaine. Si je lance une concession et que j'ai deux sociétés qui répondent avec des noms quasiment identiques, est-ce que ça peut vicier la procédure? Ah, bah oui, dans certains cas, nous dit le Conseil d'État. La compensation environnementale, c'est bien, mais le greenwashing, c'est mal. Eh bien, le greenwashing est enfin encadré et sanctionné par deux décrets du 13 avril. 13 avril également est la date de toute une série d'ordonnances qui réforment le droit minier. La réforme de ce droit était un vieux serpent de mer, et bien ça sort enfin de son trou. Et il y a énormément de choses, intégration dans le régime des autorisations environnementales, meilleure politique de consultation du public et de concertation, toute une série d'ajustements, réforme des sanctions. Voici ici un résumé, n'hésitez pas à mettre sur pause. Un tiers du territoire national, à terme, sera protégé. Ce seront des aires protégées. Et 10% du territoire national sera même composé d'aires protégées à protection forte. Oui, mais c'est quoi les protections fortes et de quel territoire parlons-nous? Réponse avec un décret du 12 avril 2022. Et puis, le 8 avril, un autre décret sur la proportion minimale d'emballage réemployé à mettre sur le marché annuellement, ce qui peut avoir un impact indirect sur vos marchés. En matière d'assainissement, si un propriétaire lui-même vous fait une demande de rapport de contrôle sur le raccordement aux eaux usées, eh bien, il faudra lui donner dans un délai de 6 semaines maximum le rapport de contrôle et ce délai de transmission est intégré dans vos règlements de service. Performance énergétique des bâtiments maintenant. Alors, il y a eu toute une saga, des textes, des annulations, des nouveaux textes, toute une série de décrets puis d'arrêtés. Ce mouvement continue avec un arrêté du 6 avril sur la performance énergétique des bâtiments qui concernent les bureaux, mais aussi les locaux propres aux enseignements primaires ou secondaires. Et puis, quand les constructions sont illégales, il peut y avoir des sanctions pénales. Mais il arrive parfois qu'au lendemain de ces sanctions pénales, l'État ne réagisse pas, ne bouge pas pour exécuter d'office des démolitions des bâtiments ou autres. Eh bien, le Conseil d'État a censuré les positions de l'État. Le Conseil d'État durcit le ton pour la démolition notamment. Application jurisprudentielle aussi, mais sur un autre texte. La loi de l'été dernier fixe l'obligation, quand j'ai un permis de construire sur un édifice cultuel, en l'occurrence une simple salle de prière, dans un bâtiment plus large, eh bien, il faut que le préfet donne son avis. On demande son avis au préfet. C'est pas un avis bloquant, c'est pas un avis conforme, c'est un avis simple, mais ça vicie la procédure sur un permis de construire, même un simple permis modificatif, que de ne pas avoir voulu demander son avis au préfet. C'est à Versailles, 12 avril 2022. Un peu de contentieux administratif maintenant. Si je demande l'annulation d'un acte administratif, je peux assortir ma demande, mon recours pour excès de pouvoir, d'une demande d'injonction. Ok. Et puis depuis quelques années, je peux aussi assortir de demandes d'injonction mes contentieux, même dans le cadre de recours indemnitaires, de recours pour dommages de travaux publics ou autres. Mais est-ce que je peux faire une demande d'injonction alors même que je suis dans un cadre il s'agit de traiter d'un comportement fautif de l'administration, il est dans un cadre d'un recours indemnitaire, oui, mais sans demande indemnitaire. Eh bien la réponse est non. Conseil d'État 12 avril 2022 et c'est pour la partie travaux publics, un virement de jurisprudence. Autre élément. Les communes et autres collectivités publiques, de plus en plus souvent, servent de réceptacle pour des dons défiscalisés, quitte à ce que ça soit réutilisé ensuite pour d'autres œuvres. On a ça en ce moment notamment sur l'Ukraine. Si on est dans un cadre où la commune se retrouve à délivrer des reçus fiscaux, eh bien alors, elle doit, comme tout le monde, comme tous ceux qui le font, respecter un certain nombre de nouvelles obligations déclaratives qui sont issues d'une loi du 24 août 2021. Bah oui, sauf que l'État a constaté que les communes ne le savaient pas et du coup ne le faisaient pas, ce qui est très embêtant. Voici ici 2 sites internet pour se mettre à jour, se mettre d'équerre au regard de ces obligations, sinon il peut y avoir des conséquences assez négatives. Et puis l'actualité évidemment c'est la présidentielle, avec 2 décisions du Conseil constitutionnel classiques pour arrêter les résultats définitifs du premier tour et dire qui sont les finalistes pour le second tour. Très bien, lisez la décision sur le premier tour, parce que l'office du Conseil constitutionnel dans ce cadre-là, c'est de reprendre les chiffres et de soustraire de ces chiffres les résultats des bureaux de vote où il y a eu des litiges et des difficultés identifiées par ses représentants du Conseil constitutionnel. Et là, vous allez tomber sur un florilège extraordinaire, un maire d'une commune qui dit « Ah non, on va voter à mon domicile » et puis qui expulse les représentants du Conseil constitutionnel qui lui disent qu'on peut pas faire comme ça, des trucs comme ça. Enfin, il y a c'est croquignolé.
Et puis, présidentielle toujours. Alors c'est assez amusant parce que comme le référendum est un des thèmes de cette fin de campagne, on se retrouve à avoir même les grands médias qui se mettent à parler de l'arrêt Hauchemaille. Ça a été l'improbable mais incontestable star médiatique de la semaine qui vient de s'achever. On va rappeler que l'arrêt Hauchemaille, c'est l'arrêt qui fait que si j'essaie de contourner, si je fais un référendum, je peux prendre l'article 11 de la Constitution, facile mais champ d'application limité, ou l'article 89, il faut l'accord des deux chambres, et là je peux réformer l'intégralité de la Constitution à un ou deux détails près. Je ne peux pas changer la forme républicaine du gouvernement, par exemple. Et évidemment, on ne peut plus faire comme cela avait été fait en 62. Je ne peux plus utiliser l'article 11 pour contourner un éventuel refus du Sénat ou de l'Assemblée nationale, parce que désormais, depuis cet arrêt Hauchemaille, le Conseil constitutionnel se reconnaît la possibilité de censurer les actes préalables au référendum. Convocation, par exemple, si on a contourné les règles de la Constitution. Donc c'est assez amusant. Toute cette semaine, même les grands médias se mettaient à parler de cet arrêt Hauchemaille d'il y a bientôt 22 ans. C'est assez rigolo. Et puis les mini-brèves. Que voici. Que voilà. Et que voici. Grosse actualité cette semaine. Abordons maintenant les lois Wasserman en matière de lanceurs d'alerte. On en avait parlé ensemble, 2 lois au journal officiel, une loi organique et une loi ordinaire du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte après un passage presque anodin devant le Conseil constitutionnel. Ces 2 textes ont été portés par le député Sylvain Wasserman, qui sera des nôtres dans quelques secondes, et qui visent à renforcer la protection des lanceurs d'alerte consacrée par la loi dite Sapin 2 du 9 décembre 2016. Il s'agit de transposer une directive européenne du 23 octobre 2019, mais le texte français là va beaucoup plus loin et est intéressant. Un premier élément de définition, sera reconnu comme lanceur d'alerte la personne physique, pas morale, qui signale ou divulgue sans contrepartie financière et de bonne foi des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit international ou de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. À noter d'ores et déjà plusieurs assouplissements. Jusqu'ici, le lanceur d'alerte devait être désintéressé. Cette notion ambiguë est remplacée par celle d'absence de contrepartie financière. Ce qui veut dire que par exemple un lanceur d'alerte pourrait être en conflit financier, mais néanmoins être un lanceur d'alerte avec son employeur. Est supprimée aussi la condition qui existait antérieurement sur laquelle le lanceur d'alerte devait avoir personnellement connaissance des faits. On peut être une source de deuxième rang, mais attention à ne pas non plus colporter des rumeurs non vérifiées et peu crédibles, bien sûr. La vérification de la règle n'aura plus à être grave et manifeste. Les faits dénoncés, on l'a vu tout à l'heure dans la définition, pourront porter sur des informations sur un crime, un délit, des violations du droit ou des tentatives de dissimulation de ces violations. Il y a surtout 2 boucliers, 2 nouvelles garanties données aux lanceurs d'alerte, une extension des garanties offertes par la loi Sapin 2 aux lanceurs d'alerte qui relèveraient d'autres dispositifs spécifiques. Donc s'il y a plusieurs régimes applicables, le lanceur d'alerte aura le plus favorable de ces régimes. Et 2, il y a une protection contre les représailles, parce qu'on peut avoir des représailles, y compris contre les associations qui vont aider le lanceur d'alerte, des procédures bâillons, etc. Il y a une protection contre tout ceci. Et puis, les canaux dont dispose le lanceur d'alerte pour signaler ces faits étaient d'une assez grande complexité. Aujourd'hui, c'est simplifié. Le lanceur d'alerte pourra soit faire un signalement interne, soit un signalement externe, qui pourrait être l'autorité compétente, défenseur des droits, justice, organisme européen. Attention, souvent on appelle lanceur d'alerte celui qui envoie un tweet tonitruant sur tel ou tel sujet. Ce n'est pas ça un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte ne fera de divulgation publique que dans certaines situations bien particulières, qui sont ici listées. Et puis, il y a eu toute une série d'ajustements sur la protection, y compris juridique, des lanceurs d'alerte, les responsabilités du fait de leur signalement, la possibilité de provision quand on a des frais de justice ou quand on subit ce qu'on appelle les procédures bâillons, les rôles du défenseur des droits. Tout ceci a été précisé. Je vous propose que nous regardions tout ceci avec celui qui a apporté ces propositions de loi, le député Sylvain Wasserman. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Premier élément, quels sont les points forts de vos lois ? D'abord, il faut signaler qu'il s'agit d'une loi parlementaire que j'ai écrite, dont je suis le rapporteur, mais qui est issue de rapports parlementaires et d'une démarche parlementaire. C'est important. Et deuxième point, cette loi, elle regarde pas à pas, depuis la définition même du lanceur d'alerte, jusqu'à
jusqu'au canal qu'il utilise pour signaler son alerte, jusqu'aux représailles dont il pourrait être victime en passant par les procédures bâillons qu'il risque, toutes les étapes de la vie du lanceur d'alerte ont été passées au crible pour apporter, je crois, la solution la plus juste. Et on a trouvé, je crois, cette bonne ligne de crête entre le monde des entreprises, qui a des attentes et des exigences, entre le monde associatif très militant sur la cause des lanceurs d'alerte, ce juste chemin de crête pour que ces femmes et ces hommes prennent leur juste place dans notre société. Bon, j'imagine que vous avez bien quelques regrets aussi sur des choses qui ne seraient pas passées, qui seraient à mettre dans des lois futures ou autres. Le texte qui résulte de l'accord avec le Sénat est exactement le texte que j'aurais posé sur la table en deuxième lecture si on n'avait pas trouvé d'accord. Pourquoi ? Parce que je crois que les arbitrages ont été faits, le texte s'est amélioré sur certains éléments un peu techniques, notamment sur la base des préconisations du Conseil d'État. J'ai planché 3 fois au Conseil d'État sur ce texte. Donc je pense que je n'ai aucun regret. En revanche, des points de vigilance sur la mise en œuvre, mais aussi des points de vigilance sur une thématique très importante qui est l'accompagnement financier et psychologique des lanceurs d'alerte. On a tout un dispositif pour garantir que David sera bien défendu contre Goliath, mais je crois qu'il va falloir être vigilant pour trouver la façon de l'orchestrer en pratique. Et maintenant, les administrations, comme tout organisme, vont avoir à s'adapter à ce droit. Quels sont vos conseils opérationnels de mise en œuvre de cette réforme ? Le gouvernement a 6 mois pour écrire les décrets. Alors l'important, c'est quoi ? C'est de définir exactement les canaux externes, c'est-à-dire les autorités indépendantes qui vont traiter en fonction de la thématique, qui vont traiter l'alerte au fond, mais aussi le rôle du défenseur des droits. Vous savez que dans le texte organique, la proposition de loi organique, on redéfinit et on donne officiellement un rôle au défenseur des droits en matière de protection des lanceurs d'alerte. Eh bien, ce rôle doit être calé avec un véritable adjoint, avec une responsabilité à part entière. Donc, tout ce calage opérationnel est important et je crois que la vraie question démocratique qui va se poser après, c'est la façon dont la société civile s'empare de ce texte, notamment les facilitateurs qui peuvent accompagner les lanceurs d'alerte, la façon donc dont on s'empare de ce texte et dont on en fait le véritable pilier de notre système démocratique, ce nouveau pilier que j'avais à l'esprit lorsque j'ai écrit ce texte. Bien, merci beaucoup, monsieur le député. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir.